Nous sommes le jeudi 25 février 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale sur l'intelligent.tv, une édition spéciale consacrée aux élections législatives du 6 mars prochain. Dans un peu plus de 24 heures démarre la campagne électorale. Ainsi, les candidats pourront aller au contact des populations pour leur présenter leur programme. Mais avant cela, depuis quelques jours, ils sont en pré-campagne. Que faut-il comprendre de cette notion? Cette notion est-elle différente de la campagne ou pas? Pour en parler, nous recevons le professeur Geoffroy Julien Poirot. Il est analyste politique, juriste et écrivain. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir honoré notre invitation, de votre présence. Merci beaucoup. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Comment définissez-vous la pré-campagne dans le cadre d'une élection? La pré-campagne, comme son nom l'indique clairement, c'est la période qui précède la campagne officielle. Autrement dit, c'est la période se situant entre la publication de la liste provisoire des candidats et la date de la campagne dite officielle. Est-ce que la pré-campagne elle est légale? Non, elle n'est pas légale parce que non prévue par les tests balisant l'organisation et le fonctionnement des élections, mais elle procède de la coutume, c'est-à-dire des usages, des habitudes. Or, on le sait très bien, la coutume est une des 4 sources du droit, d'où sa licéité. À vous entendre parler, on se dit que vous êtes contre la pré-campagne. Pourquoi cette position? Non, je ne suis pas contre la... Non, je ne suis pas contre la pré-campagne. La pré-campagne relève de la coutume. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, ce n'est pas légal, mais c'est permis, c'est autorisé, c'est accepté. Vous voyez, c'est la période pendant laquelle les candidats, par exemple à l'élection des députés, vont vers les populations pour leur dire que j'ai décidé d'être un candidat et à l'occasion de la campagne officielle, je viendrai solliciter vos suffrages. Donc, c'est une période normale, seulement qu'elle n'est pas prévue par le code électoral, mais elle n'est pas illicite, elle est permise par la coutume. Et nous sommes en politique, la principale source de la politique, c'est la coutume et non la loi. D'accord, on va partir du côté de la régie. Hier, nous avons reçu sur notre plateau ici, dans le cadre de l'édition spéciale, l'honorable Oula Privat, député de Diopé, sous-préfecture de Guéyé-Bli, commune sous-préfecture. Il est également vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il s'est prononcé sur la question. On l'écoute et puis on se reparle tout à l'heure. Pour moi, la pré-campagne, c'est véritablement aller vers les populations pour annoncer déjà ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on n'a pas pu faire pendant ce mandat et qu'on espère faire le prochain mandat. Donc, moi, dans mon cas particulier, je ne parlerai pas des autres. Je voudrais vous dire simplement que nous sommes en contact avec les populations, nous nous informons ce que nous avons pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire pour telle raison, et que évidemment nous pouvons le faire pendant notre prochain mandat, et on explique aux populations, on écoute aussi également les cris de cœur de nos parents. Et aujourd'hui, la pré-campagne, c'est ça, aller vers les gens, expliquer, et surtout leur annoncer votre intention d'être candidat, parce que la candidature elle est confirmée lorsque la commission électorale, le Conseil constitutionnel valide votre nouveau dossier. En ce moment, vous retournez vers les parents et en respectant les délais de la commission électorale indépendante. Par exemple, la campagne commence le 26 à minuit. Donc, il faut respecter tout ça pour ne pas être frappé par les tests de la commission électorale indépendante, mais il faut respecter. Je pense que quand on veut débuter, il faut s'inscrire dans cette logique de respect des tests que nous-mêmes sommes donnés. Et donc, il faut respecter les tests, il faut être... donc, c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, maintenant que la campagne va s'ouvrir dans quelques heures, écoutez, nous serons encore sur le terrain avec une équipe qui nous accompagne. Il est en contact, il continue son rôle de président de la République comme le député, le député tant qu'il n'y a pas d'élection, qu'il n'y a pas un nouveau député. Mais le député, il est en exercice, il fait ce qu'il fait. Aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau député, nous sommes en fonction.
Et donc, aller vers nos populations, expliquer nos populations ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans le monde et dans Rwanda. Nous ne sommes pas en campagne. Nous n'avons pas des affiches, nous ne discutons pas. Nous parlons, dans le cas qui nous est concerné, nous disons que dans l'exercice de nos fonctions, nous sommes en exercice en ce moment et nous parlons des réalités du pays. Expliquer aux parents les lois, expliquer aux parents également l'actualité, expliquer aux parents et que nous sommes tous des Ivoiriens. Il faut que ces élections ne nous divisent pas. Député Oula Priva qui donnait son avis sur la question de la pré-campagne. Docteur Kwao, vous l'avez écouté, qu'est-ce que vous avez appris? Oui, mais écoutez, comme la pré-campagne, comme je le disais tantôt, est une période de présentation de la candidature aux populations. Et évidemment, dès lors que la commission électorale indépendante publie la liste provisoire des candidats, dans l'attente de la confirmation par le Conseil constitutionnel pour la liste définitive, les personnes candidates à la candidature peuvent aller vers les populations, parce que n'oublions pas que la période de campagne elle-même n'est pas aussi assez longue, alors que les circonscriptions souvent sont grandes et il faut ratisser l'âge. Donc cette période permet aux candidats d'aller vers les populations. Cependant, pendant cette période, il leur est formellement interdit de solliciter les suffrages. Par exemple, sur le terrain, un candidat arrive et dit « Mesdames et messieurs, chers parents, je viens vous dire que je suis candidat à la députation du 6 mars prochain. » Alors, je pense qu'il faut une nouvelle loi concernant, par exemple, la famille en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut une nouvelle loi concernant l'organisation du monde agricole, etc., etc. Mais il ne leur dit pas « votez pour moi ». Votez pour moi. Donc, il ne les appelle pas à lui donner leur suffrage. Et c'est la seule différence. Tel que vous le dites, est-ce que vous pensez que c'est comme cela que se comportent les candidats supérieurs durant la pré-campagne? Bon, évidemment, il y a toujours des écarts, des dérapages, surtout à l'âge du numérique, de l'Internet, où il y a des supports visuels pluriels. On voit plusieurs candidats, mais dans tous les cas de figure, c'est dans l'air du temps. Tant que les candidats ne demandent pas aux populations de voter pour lui, et tant qu'il ne fait pas, par exemple, la propagande électorale, il ne fait pas des affichages, et il ne tient pas des meetings ordinaires. Et lorsque c'est de la proximité avec les populations, on est dans la légalité, voire dans le normal. Vous accusez qui dans ce cas-là, vu cette manière de faire la pré-campagne de la part des candidats? Vous accusez qui? Est-ce l'organe électoral ou les candidats eux-mêmes? Non, l'organe électoral a reçu tous les candidats et le code électoral est clair sur ces questions. Mais vous savez que nous sommes dans une période euphorique et sensible et donc il peut y avoir quelques débordements. Je pense que les candidats doivent avoir des comportements citoyens et surtout républicains, respecter les tests, attendre le moment de la campagne officielle pour faire la propagande électorale et demander aux populations de porter leur voix sur eux. Que doit faire la CEI dans cette situation? La CEI ne peut que interpeller les uns et les autres et leur demander des conduites républicaines. Vous savez, dans une telle situation, dans une telle période, le problème n'est pas la répression, mais la sensibilisation. La sensibilisation. La CEI veut interpeller comment? Oui, mais demander par exemple aux candidats que nous ne sommes pas dans la période électorale, mais dans la période pré-électorale. Donc il y a certaines choses qu'on ne doit pas dire. Le discours politique doit avoir certaines limitations
Et comme je l'ai dit, par exemple, on ne peut pas distribuer des affiches, des flyers, des posters. On ne peut pas afficher des posters invitant à voter pour le candidat, etc. On ne peut pas, par exemple, organiser des meetings sonorisés, etc. On ne peut pas faire des cortèges avec des véhicules. Autrement dit, tout ce qui relève de la propagande électorale pendant une campagne électorale. D'accord. Récemment, la CEI a produit un communiqué pour avertir les candidats, disant que ces candidats s'adonnaient à la propagande sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous estimez que ces candidats ont violé le code électoral? Oh, violé, c'est un peu trop dit. Seulement, comme je vous l'ai dit, la frontière entre la campagne et la pré-campagne est très mince. Vous savez, dans les grandes démocraties, par exemple, aux États-Unis, une élection présidentielle commence 2 ans avant la date du scrutin. C'est la pré-campagne. En France, c'est la même chose. Les prochaines élections présidentielles, c'est pour 2022, mais déjà, les différents candidats sont sur les différents plateaux pour les potentiels candidats sont sur les différents plateaux. Il en est de même pour les élections européennes ou les élections législatives dans ces pays. Et c'est la même chose chez nous. Comme je l'ai dit, prenez un exemple concret. Nous sommes dans la commune de Cocody. Vous voyez, c'est 447 000 habitants. Vous voyez, avec une superficie assez étendue. Alors, comment est-ce que les candidats, en une semaine, peuvent toucher tous les électeurs de Cocody? C'est presque impossible. Donc, la pré-campagne s'impose. Seulement, il faut avoir un comportement républicain. Et je pense que la CEI, dans l'espèce, a joué son rôle. La CEI a reçu les candidats, la CEI a fait de la sensibilisation, etc., etc. Il appartient aux partis politiques, aux hommes politiques, eux aussi, d'avoir ce comportement républicain et avoir ce réflexe du respect des textes que nous nous sommes nous-mêmes librement fixés. Vous évoquez une semaine pour la campagne électorale. Est-ce que cela veut dire que vous êtes contre ce délai-là, ce temps-là pour la campagne? Non, je ne suis pas contre ou pour, parce que la campagne, c'est certes une opération de séduction, de charme vers les électeurs, mais c'est aussi, ça coûte énormément en termes financiers. Donc, plus la campagne est longue, plus les candidats sont complètement essoufflés financièrement. Et puis, nous devons le reconnaître, il n'y a pas de plafonnement du budget de campagne chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, si vous faites une campagne trop longue, ceux qui ont assez de moyens, évidemment, vont supplanter les autres. Et ça va créer une certaine inégalité devant les électeurs. Et donc, je pense qu'une semaine, c'est bien, c'est une très bonne chose, mais la pré-campagne devrait permettre de pallier l'insuffisance de la campagne. D'accord. Docteur Kwao, on revient à vous tout à l'heure. On va partir du côté de la régie. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur les antennes de l'intelligent.tv, l'émission édition spéciale consacrée aux élections législatives du 6 mars prochain continue toujours avec professeur Julien Kwao Geoffroy. Nous étions sur ce communiqué qui avait été produit par la CEI pour interpeller les candidats qui s'adonnaient déjà à la propagande électorale. Alors, vous avez donné votre avis, nous allons progresser dans le questionnaire et vous demander cette fois, au regard de cette réaction de la CEI, est-ce qu'il faut carrément interdire les rencontres publiques entre les acteurs politiques et les populations? Non, ce n'est pas faisable dans le cadre d'une démocratie. Comme je l'ai dit, la pré-campagne n'est pas, certes prévue par le code électoral, mais n'est pas interdite, elle n'est pas illégale. Elle est tolérée par la pratique politique, par les usages politiques. Bien au contraire, il faut essayer de la renforcer, cette période préélectorale. Et il faut beaucoup mettre l'accent sur la sensibilisation des candidats quant à leur posture politique pendant cette période. Il faut aussi voir l'attitude des partis politiques
et aussi des médias, hein, évidemment. Parce que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle, il faut éviter, pendant cette période, de faire de la propagande, donner de la visibilité à certains candidats et non à d'autres. Certes, c'est une période qui n'est pas réglementée, mais l'égalité des candidats à la candidature ou des candidats simplement devrait être de mise et respectée. Cela m'amène à vous demander comment doit se faire la pré-campagne. La pré-campagne doit se faire de manière discrète. Comment? Expliquez-nous. Tant dans le discours que dans la posture. Dans le discours, vous ne devez pas demander aux populations de voter pour vous. Vous ne pouvez pas dire, mesdames et messieurs, je suis venu, je suis candidat à la députation à Cocody, votez pour moi, votez pour mon parti politique. Voyez. Et dans la posture, vous ne devez pas venir, par exemple, avec des posters. Hein, voyez, vous ne devez pas venir avec des voitures, avec des posters, avec des sonorisations. Vous ne devez pas venir avec des cortèges, etc., etc. Autrement dit, c'est une période de campagne, certes, mais de campagne discrète, où la visibilité doit être sobre. Tel qu'on voit la pré-campagne sous nos cieux, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent vraiment que la pré-campagne, c'est une forme déguisée de campagne? Oui, la pré-campagne, c'est une campagne qui ne dit pas son nom. Mais c'est parce que, tout simplement, les candidats n'ont pas le temps de... Vous voyez, en une semaine, ou en 10 jours, ou en 2 semaines, on ne peut pas expliquer à toute une population toute une offre politique, tout un programme politique. Et donc, comme je vous le disais, même dans les grandes démocraties, c'est 1 an, 2 ans avant qu'on fait des propositions. Vous voyez, il y a une semaine de cela, M. Jean-Luc Mélenchon en France a donné les grandes lignes de sa campagne électorale pour 2022. Mme Marine Le Pen également, etc. Déjà, on voit dans l'état-major de M. Macron des tentatives d'explication de ce qui sera son projet. C'est donc normal. C'est donc normal. Seulement, il faut voir dans quelle mesure, peut-être même légaliser la pré-campagne. Voilà, pour que les uns et les autres puissent... Parce que pour que l'électeur puisse voter en toute connaissance de cause, il faut qu'il ait toutes les différentes offres politiques et pouvoir faire un choix totalement éclairé. Parce que n'oublions pas que l'élection législative par opposition à l'élection présidentielle qui, elle, est la rencontre entre un homme et un peuple, l'élection des députés, c'est la rencontre entre un parti politique ou un courant idéologique, un courant de pensée et les populations. Vous voyez, pendant cette élection, on va voir réellement ce que nos partis ont comme idéologie. Parce que pendant cette campagne, tous les candidats, par exemple, du RHDP, doivent avoir le même programme politique. Tous les candidats du PDCI doivent avoir le même programme politique. Il serait vraiment inconcevable que le candidat RHDP d'Abobo ait un programme différent du candidat RHDP de Kani et que le candidat, par exemple, FPI de Yopougon ait un programme différent du candidat FPI d'Atekoubé. Parce que ici, ce sont les idéologies politiques qui s'affrontent. L'élection des députés, ce n'est pas une élection entre une personne et une population. C'est une élection partitocratique. C'est l'élection des partis politiques avec les idéologies. Je vous donne un exemple simple. Pendant cette campagne, leader, par exemple, peut venir dire, les candidats de leader viennent pour dire, si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, nous allons instaurer, par exemple, la polygamie. Et donc, voici les avantages de la polygamie. Voici pourquoi nous voulons la polygamie. Vous voyez, les candidats du FPI, parce que parti de gauche, peut venir dire, écoutez, pendant 5 ans, nous avons eu une politique ultra-libérale qui a favorisé les inégalités sociales. Nous, quand nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale, nous allons mettre l'accent sur la dépense publique, c'est-à-dire le service public. Parce que pendant cette crise du Covid-19, nous avons remarqué que c'est le service public qui était sollicité, le service public de la santé qui était extrêmement sollicité et non les cliniques privées. Donc, si vous nous élisez, nous allons mettre
l'accent sur le service public pour permettre la justice sociale. Vous voyez qu'ici, ce sont les idées qu'on met en avant. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas le candidat. Et donc, pour expliquer tout cela, il faut du temps. Alors, vous dites que c'est toute la liste qui doit avoir la même idéologie. Évidemment. Un candidat d'Abobo ne peut pas avoir une idée contraire à celle du candidat de Kani, par exemple. Oui, s'ils sont du même parti politique. Mais les réalités ne sont pas les mêmes. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, donc on peut... Non, les réalités sont les mêmes sur le plan national. Puisque l'élection des députés, ce n'est pas l'élection des conseillers municipaux, des conseillers régionaux. C'est au niveau, par exemple, de la mairie que les réalités de Yopougon ne sont pas celles de Cocody. Vous voyez, le député n'est pas député de Cocody, député de Yopougon. C'est vrai qu'il y a des circonscriptions électorales, c'est-à-dire des divisions territoriales pour élire les 255 députés. Mais une fois qu'ils sont élus, ils sont députés de la nation. Autrement dit, in concreto, le député de Cocody peut parler au nom des populations de Sipilou. Ouais, il peut faire sienne les thématiques, les problématiques des populations de Sassandra et les porter. Et donc ici, il ne s'agit pas de dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, le député a pour rôle principal de voter la loi. Et c'est avec la loi qu'on change la société. Et donc, cette loi-là va permettre de donner une dynamique, voyez, politique. Et donc, il faudrait qu'ils aient les mêmes programmes pour pouvoir, évidemment, vous avez totalement raison, chez nous, les partis politiques étant extrêmement pauvres en termes idéologiques, ce qui fait que nous ne voyons pas cela. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'Europe, en France. Vous savez ce qu'on appelle les Verts. Par exemple, en France, les Verts, ou bien en Allemagne, les Verts. Vous allez voir que quand ils vont à des élections européennes, ou même au niveau national, ils sont contre, par exemple, le nucléaire. Ils disent aux populations, nous, les Verts, si nous avons la majorité, nous allons mettre fin à l'énergie nucléaire et nous allons favoriser plutôt les énergies renouvelables, l'éolienne et autres. Voyez, ce sont des projets politiques, ce sont des idées politiques. Par exemple, un parti politique ivoirien, lors de ces législatives, peut dire, donnez-moi la majorité, parce que si j'ai la majorité au Parlement, nous allons prendre une initiative pour sortir du franc CFA. Un exemple. Nous allons prendre, par exemple, au niveau social, une mesure pour rétablir l'homme, c'est-à-dire l'époux, comme seul chef de la famille. Parce qu'une femme et un homme chef de la famille, cela ne nous convient pas. Ce sont des exemples que je donne. Voilà, donc ici, ce sont des idées. Professeur Geoffroy, on vous a bien compris. On va repartir du côté de la régie pour suivre cet autre élément du député Oula Priva. La campagne, c'est le moment où la commission électorale autorise. Et en ce moment, les candidats à la députation vont pour exposer les projets, ce qu'ils pensent faire pour les populations, expliquer le rôle du député, s'entretenir avec les populations, les besoins, et puis parler avec les populations, dire bon, moi je peux faire ça, je fais ça, je fais ça. Ben écoute, ça aussi, ce n'est pas du rôle du député, je ne peux pas le faire. Mais cependant, on peut voir comment on peut voir le maire, le président, bien le gouvernement, pour qu'on puisse vous apporter rapidement l'aide, la demande. Donc c'est ça. Là, il faut expliquer réellement et dire la vérité à nos populations et ce que nous faisons. Moi, je voudrais vous dire que chez nous, dans notre département de Diokwe, pour l'heure, le message est 5 sur 5, il n'y a pas de polémique inutile, parce qu'après tout, nous sommes des frères. Il n'y a pas quelqu'un qui vient de la Chine et qui vient candidat à la députation. Nous sommes tous des frères et sœurs. Donc, nous avons une seule ambition, voir notre département émerger et voir... Mais si vous entendez... Alors, professeur Geoffroy, Priva parlait de la campagne électorale. Pour lui, la campagne électorale, c'est d'aller au contact des populations pour leur expliquer le programme. C'est cela. Oui, évidemment. C'est une opération de séduction, de charme. On va et puis on leur dit, bon, écoutez, nous avons une offre politique. Vous voyez, c'est du marketing politique. Il vient avec une idée, évidemment. Et comme je l'ai dit, mais ici, c'est d'abord l'élection des courants idéologiques, des partis politiques. Et il faudrait que les partis soient extrêmement structurés. N'empêche que les indépendants peuvent aussi jouer leur rôle. C'est-à-dire que des indépendants peuvent être élus et une fois à l'hémicycle, vont se mettre ensemble pour mener une politique différente de celle des partis politiques, d'où la pertinence des groupes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale. Alors, quels sont les moyens requis pour la campagne, les moyens requis par la campagne?
Oui, il y a 4 principaux moyens. Lesquels? Il y a d'abord le moyen personnel. Le candidat doit disposer d'un personnel de campagne. Vous voyez. Ensuite, il y a les moyens logistiques. Il faut, par exemple, un quartier général, il faut des véhicules, etc. Ensuite, il faut avoir des moyens financiers. Pour battre campagne, c'est le nerf de la guerre. Et enfin, il faut avoir un projet politique. Il faut avoir une idée à vendre. Donc, si vous avez ces 4 éléments-là, vous pouvez battre facilement une très, très, très bonne campagne. Professeur Geoffroy, merci. On vous a assez entendu sur la question. On pense que nos téléspectateurs ont été édifiés. Mais avant de vous laisser partir, un mot sur l'intelligent.tv, ce nouveau média qui vient de s'intégrer dans le quotidien des Ivoiriens. C'est une bonne chose. Vous savez que la démocratie libérale rime avec le pluralisme médiatique. Et il nous faut beaucoup de médias, que ce soit au niveau de la presse écrite, de la presse radiophonique ou télévisuelle, ou même au niveau des nouveaux supports comme l'Internet. Voilà. Et la confrontation des idées, la pluralité des idées participe à consolider la démocratie. Déjà, vous avez un support papier. Aujourd'hui, vous êtes dans l'audiovisuel. Vraiment, félicitations. Merci. Continuez ainsi. Invitez tous les courants politiques, mais surtout, organisez davantage des débats contradictoires, parce que la démocratie s'affaisse avec les monologues et grandit, se bonifie avec la contradiction. On vous a bien compris. Encore une fois, merci, professeur Geoffroy Julien Kouao. Je précise que vous êtes analyste politique, vous êtes écrivain et puis juriste également. Merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre appel et puis d'avoir répondu également à nos questions. Merci. Et puis, on vous souhaite de bien rentrer chez vous à la maison. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre émission, l'édition spéciale sur l'intelligent.tv. Bonne soirée à vous.